Bonjour et bienvenue. Aujourd'hui, on va se pencher sur une idée. Une idée tellement ancrée dans notre vision du monde qu'on ne la voit presque plus. Le matérialisme. Le matérialisme, exactement. Cette conviction que tout, mais vraiment tout, de la galaxie la plus lointaine à, je sais pas, nos émotions, peut se réduire à de la matière. À de la matière et de l'énergie qui suivent des lois physiques, oui. Voilà. Sauf que les sources qu'on analyse aujourd'hui avancent une thèse assez audacieuse. Cette vision du monde serait en train de foncer dans un mur. Voire plusieurs murs. Des paradoxes si profonds que la thèse est qu'elle serait, je cite, condamnée. C'est un mot fort. Notre mission donc, c'est de décortiquer cet argument, de voir pourquoi la cosmologie d'un côté et notre propre conscience de l'autre posent des défis qui seraient insurmontables. C'est tout à fait ça. Et avant de plonger, juste pour être sûr qu'on parte sur les mêmes bases, le matérialisme réductionniste, qu'est-ce que c'est concrètement ? C'est l'idée que la seule chose qui existe vraiment, c'est la matière et l'énergie. Exactement. Et que tout le reste, la beauté d'une musique, le sentiment amoureux, doit pouvoir s'expliquer, en fin de compte, par la physique et la chimie. C'est un cadre qui a été incroyablement puissant, il faut le dire. Ah oui, c'est le moteur de la science moderne, on est d'accord. Absolument. Bon, le décor est planté. Alors, allons-y. Le premier assaut contre cette forteresse matérialiste, il vient de l'infiniment grand, la cosmologie. Le fameux argument du réglage fin de l'univers, le fine-tuning. Oui, en gros, les constantes qui régissent notre univers, la gravité, la force électromagnétique, etc., sont ajustées avec une précision hallucinante. Une précision d'horloger. Vraiment. Si on changeait une seule de ces valeurs, même d'un tout petit rien, Plus d'étoiles. pas de planète, pas de chimie complexe. Et donc, pas de vie, fin de l'histoire. Et c'est là que le matérialisme se retrouve face à un dilemme. Oui, Parce que si on part du principe que tout ça n'est que le fruit du hasard, alors ce réglage parfait est une coïncidence monstrueuse. les probabilités sont quasi nulles. C'est comme lancer un dé 1 milliard de fois et tomber toujours sur 6. Au bout d'un moment, on se dit que le dé est peut-être pipé. Accepter ça sans broncher, c'est un peu renoncer à chercher une explication, quoi. J'imagine que les défenseurs du matérialisme ne se contentent pas de dire « bon, on a eu un bol incroyable ». Ça paraît un peu court scientifiquement. Non, bien sûr. Il y a une porte de sortie très connue, le multivers. Voilà. L'hypothèse du multivers. L'idée, c'est que notre univers ne serait qu'une bulle parmi une infinité d'autres. Une loterie cosmique. C'est ça. Dans cette loterie, chaque univers-bulle a ses propres lois, ses propres constantes. La plupart sont des univers ratés, stériles, mais sur un nombre infini de tirages, il est statistiquement inévitable qu'au moins un, par pur hasard, ait la bonne combinaison, le nôtre. D'accord. Mais là, les sources sont assez critiques. Elles qualifient cette hypothèse de spéculative et invérifiable. Mais est-ce que ce n'est pas le lot de beaucoup de théories en physique, hein ? La théorie des cordes, par exemple, on ne peut pas la vérifier pour l'instant. C'est une excellente question. La différence, elle est subtile, mais elle est cruciale. Des théories comme celle des cordes, même si elles sont dures à tester, elles émergent de calculs. Elles tentent de résoudre des contradictions entre des théories qui existent déjà, comme la relativité et la mécanique quantique. C'est une conséquence. Alors que le multivers ? Le multivers, dans ce contexte précis, il est souvent perçu différemment. Il n'est pas une conséquence, il est postulé avant, pour sauver une vision du monde. On invente une infinité d'univers qu'on ne verra jamais pour expliquer le nôtre. C'est une fuite en avant, en quelque sorte. C'est un peu ça, oui. On déplace le problème. D'où vient cette machine à créer des univers ? Et on se retrouve coincé entre l'improbable et l'invérifiable. Et ça, c'est souvent le signe qu'on ne regarde peut-être pas au bon endroit. Je vois. La critique porte plus sur la motivation, la démarche, que sur l'idée elle-même. Ok. Donc sur le plan cosmique, c'est déjà tendu. Mais les sources disent que le vrai coup de grâce vient d'ailleurs. On quitte l'infiniment grand pour l'infiniment intime. Notre propre conscience. Le problème difficile de la conscience. Exactement. Et là, il faut bien distinguer deux choses. Il y a le problème facile. Qui est déjà incroyablement compliqué. Ah oui, comprendre comment les neurones communiquent, quelles zones s'activent quand on reconnaît un visage, ça, les neurosciences avancent à pas de géant. Le matérialisme est très à l'aise pour décrire ces corrélations. Mais le problème difficile, c'est une autre paire de manches. Ce n'est pas « que se passe-t-il dans mon cerveau quand je vois du rouge ?», mais « pourquoi est-ce que ça me fait quelque chose de voir du rouge ?» Pourquoi y a-t-il une expérience subjective, une sensation vécue, ce que les philosophes appellent les qualia ? C'est ça. Et là, c'est un gouffre.
Le matérialisme peut, en théorie, nous donner une carte complète de votre cerveau quand vous goûtez une fraise. Chaque impulsion électrique, chaque neurotransmetteur, Il peut tout décrire. tout. Mais il est totalement muet sur la question de savoir comment cette agitation de matière inerte, ces ions qui bougent, devient l'expérience subjective du goût de la fraise. Il manque un pont. C'est fou. C'est comme si on décrivait en détail les circuits et les pixels d'un écran de télé, mais qu'on n'avait aucune idée de comment ça se transforme en l'image qu'on voit. C'est une excellente analogie. Le matérialisme décrit le matériel, mais il ne dit rien de l'image. En fait, il passe à côté de l'essentiel. En refusant de voir la conscience comme une propriété fondamentale de l'univers, comme la masse ou la charge électrique, il se retrouve avec une description radicalement incomplète de la réalité. Il décrit la boîte, le cerveau, mais il est muet sur ce qu'il y a dedans, notre expérience vécue. Et ça, c'est la seule chose dont on est absolument certain. D'accord. Alors, face à ces deux murs, le réglage fin et la conscience, que se passe-t-il si on les ignore? Si on se dit juste, bon, la science trouvera bien un jour. Les sources parlent d'un plafond de verre au-dessus de nos connaissances. Oui, c'est une critique contre une forme de dogmatisme, en fait. Ce plafond de verre, c'est quand on décrète à l'avance que la solution doit se trouver à l'intérieur du cadre matérialiste. C'est l'histoire du type qui cherche ses clés sous le lampadaire. C'est exactement ça. Il ne les cherche pas là, parce qu'il les a perdues là, mais parce que c'est le seul endroit où il y a de la lumière. En faisant ça, on s'interdit d'aller voir dans l'ombre. On se bride. On s'interdit d'imaginer des solutions qui sortent de la boîte. Justement, quelles sont ces pistes que le matérialisme orthodoxe a tendance à écarter? Les sources en évoquent plusieurs, qui sont assez vertigineuses. Par exemple, le panpsychisme. Attendez, panpsychisme, ça sonne un peu ésotérique. C'est l'idée que tout est conscient? Que ce micro aurait une forme de conscience? C'est l'idée, oui, mais pas dans le sens où le micro pense à sa journée. D'accord, je me disais aussi. Plutôt que la conscience ou une proto-conscience est une propriété fondamentale de la matière, comme la masse. Elle serait partout, à des degrés très simples, et elle ne s'organiserait en une conscience complexe que dans des structures comme le cerveau. C'est radical, mais ça résout le problème de l'apparition de la conscience à partir de rien. Voilà. Après, il y a l'informationnalisme. L'idée que la réalité ultime, ce n'est pas la matière, mais l'information. Un peu comme le code d'un programme. La matière ne serait qu'une manifestation de cette information. Ou alors, plus simple peut-être, l'idée qu'il nous manque de nouvelles lois physiques. Des lois pour connecter le monde quantique et la subjectivité. D'accord, ce sont des pistes fascinantes, mais qui demandent un sacré pas de côté. Et c'est là que ça devient passionnant, parce que les sources proposent une analogie historique. Oui, avec la physique de la fin du 19e siècle. C'est ça. L'analogie est très puissante. À l'époque, la physique de Newton, c'était le matérialisme de son temps. On pensait avoir tout compris. L'univers était une grande horloge, prévisible. Il ne restait, disait-on, que 2 ou 3 petits nuages à l'horizon. Des détails qui ne collaient pas. Sauf que ces petits nuages sont devenus des ouragans qui ont tout balayé. Exactement. Et c'est ça la leçon. C'est en acceptant ce qui paraissait absurde qu'on a fait les plus grandes avancées. Prenez le premier nuage, la relativité. L'absurdité, c'était quoi? C'était que la vitesse de la lumière est toujours la même. Que vous alliez vers elle ou que vous en éloigniez, c'est pareil. Ça contredisait des siècles de bon sens et toute la physique de Newton. C'était un bug dans la matrice de l'époque. Et Einstein, au lieu de l'ignorer, a tout reconstruit autour de cette absurdité. Et les conséquences sont incroyablement concrètes aujourd'hui. Ah oui, le GPS dans nos téléphones. Il ne fonctionnerait pas une seule journée sans ça. Il doit corriger en permanence le fait que le temps passe plus vite pour les satellites que pour nous. Un effet purement relativiste. Et le deuxième exemple, c'est encore plus fou, la mécanique quantique. Là, on a atteint des sommets d'absurdité. Des particules qui sont à plusieurs endroits en même temps, l'observation qui change la réalité, la matière qui n'est plus du tout solide et prévisible. C'était tellement bizarre que même Einstein n'y croyait pas. Le fameux chat de Schrödinger, mort et vivant à la fois. Ce n'est pas juste une image, c'est le reflet d'une réalité qui heurte notre intuition de plein fouet. Et pourtant, aujourd'hui, toute notre civilisation numérique repose là-dessus. Les transistors, les ordinateurs, les lasers, l'IRM. C'est de la physique quantique appliquée. Donc, si je suis l'analogie jusqu'au bout, les paradoxes d'aujourd'hui, ce réglage fin de l'univers et ce gouffre de la conscience, ce ne sont peut-être pas des impasses, Ce sont peut-être des indices. des indices. Ce sont les petits nuages de notre époque, des faits têtus que notre vision du monde a du mal à expliquer.
Donc remettre en cause le matérialisme, ce n'est pas, comme certains le craignent, un retour à la superstition. Au contraire. C'est un appel à l'audace, un appel à une nouvelle révolution scientifique. Et à quoi elle pourrait ressembler concrètement, cette révolution scientifique? Si on brise ce fameux plafond de verre, quelles sont les pistes de recherche qui s'ouvrent? Principalement deux grands domaines, qui étaient un peu marginaux mais qui deviennent de plus en plus sérieux. D'abord, la physique de l'information. L'idée que l'info est plus fondamentale que la matière? Voilà. Que l'univers serait une sorte d'ordinateur quantique. Et le deuxième domaine, ce sont les neurosciences non réductionnistes. C'est-à-dire? L'idée serait de ne plus seulement dire la conscience est ce que fait le cerveau, mais d'explorer comment la conscience pourrait être un champ ou une force qui interagit avec le cerveau et le monde physique. Donc, pour résumer, ce qui semble être un débat philosophique un peu abstrait est peut-être en fait le moteur de la prochaine grande vague de découverte. Une vague qui, comme la relativité et la quantique, pourrait finir par avoir des applications très concrètes. C'est la perspective la plus stimulante, oui. L'histoire des sciences nous le montre. C'est toujours quand on accepte le mystère, quand on prend les anomalies au sérieux, que les vraies percées arrivent. Accepter qu'on ne sait pas, ce n'est pas la fin de la science. C'est souvent là où elle commence vraiment. Ce qui nous amène parfaitement à notre pensée finale. Cette analogie avec l'histoire de la physique est vraiment puissante. Alors, pour prolonger notre discussion, j'aimerais laisser une question en suspens. L'histoire nous a montré que l'acceptation de concepts absurdes, comme la déformation de l'espace-temps ou la superposition quantique, a mené à des technologies bien réelles, comme le GPS ou les ordinateurs. Alors, si l'on accepte l'idée, même juste comme une hypothèse de travail, que la conscience n'est pas un simple produit du cerveau, mais une composante fondamentale de la réalité, quelle pourrait être la prochaine application concrète, aujourd'hui totalement inimaginable, que cette nouvelle révolution nous apporterait?